la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi. Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Dans ce 4e et dernier épisode sur la diversité de genre et sexuelle, Jean-Baptiste Gauthier s'intéresse à la bispiritualité. Dans les 3 épisodes précédents d'Autre Regard, nous avons abordé la diversité de genre et sexuelle. Nous avons parlé de ce que signifie le genre, comment il se vit à travers la non-binarité et la transidentité, mais aussi comment la diversité sexuelle comporte autant de réalités que d'individus. Avant d'explorer ce qu'est véritablement la bispiritualité dans cet épisode, nous allons revisiter l'histoire du Canada et tenter de comprendre comment les modèles hétéronormatifs occidentaux ont influencé la manière dont on perçoit la sexualité et le genre, notamment dans les communautés autochtones. Pour en parler, nous avons rencontré la sociologue et chercheuse Lynn Chamberlain, spécialisée dans la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Comment les Européens, lors du premier contact, ont appréhendé la vision du genre et de la sexualité des autochtones, si éloignés de ce qu'ils connaissaient alors jusque-là. Lynn Chamberlain nous parle de cette rencontre. Les premiers témoignages que nous avons sur l'arrivée des colonisateurs européens et leur premier contact avec les Berdaches nous viennent principalement des missionnaires, des explorateurs, des commerçants de fourrure qui partaient à la recherche de fourrure pour en faire le commerce et qui prenaient des notes d'observation sur les populations autochtones et donc qui observaient dans beaucoup de communautés la présence de personnes qu'on dit berdache, qu'on dira berdache. Il y a très peu d'observateurs qui décrivent réellement ou de façon plus riche la place des berdaches dans la société parce que c'était véritablement un rôle social, c'est-à-dire avec des dimensions sur le plan du genre, le fait de s'habiller en femme, mais aussi un rôle particulier dans l'organisation du travail, un rôle particulier dans les rituels de danse, dans les rites spirituels, un rôle particulier dans la guerre aussi. Dans certains cas, ils avaient le droit de combattre, mais seulement avec certaines armes, dans d'autres pas. Il y a très peu de témoignages qui nous donnent cette richesse où on se rend compte que c'est vraiment dans l'intégration dans l'organisation sociale sur plusieurs dimensions. La plupart du temps, ce que les Européens ont retenu, c'est le côté sexuel, donc l'homosexualité qu'on appelait alors les sodomites, et ça c'était condamné par l'Église, l'Église catholique, mais aussi les églises anglicanes par la suite, donc c'était condamné dans la chrétienté, considéré comme un crime horrible. On comprenait mal aussi que des hommes puissent s'habiller en femmes et faire les tâches des femmes, parce qu'il y avait une hiérarchie entre les hommes et les femmes, et donc pour les observateurs, c'était s'abaisser que de faire les tâches des femmes et de se mêler à elles. Donc ça aussi, c'était souvent jugé comme étant inexplicable, quoi.
parce que ça dérogeait complètement aux normes de genre, aux normes de sexualité et aux normes de sexe qu'il y avait en Europe. Donc, les premières descriptions déjà sont négatives. Le terme de berdage va s'imposer peu à peu avec des connotations de personnes soumises, abjectes, subordonnées. Et ce sera le terme, malheureusement, dont on va hériter et qui sera critiqué là, quelques siècles plus tard, parce que c'est vraiment le terme que les Européens ont imposé sur cette réalité-là. L'imposition de ces références hétéronormatives a eu des conséquences à la fois sur les peuples autochtones, mais également sur les minorités sexuelles parmi les colons. En colonisant l'Amérique du Nord et donc ce qui deviendra le territoire canadien, les Européens, d'abord les Français, puis les Britanniques, ont imposé leurs propres normes sur le plan du genre et des sexualités, des normes à la fois religieuses et juridiques. Donc, après la conquête française, là, surtout, il y a des Français qui étaient venus avant, mais disons vraiment quand on a colonisé le territoire à partir du 17e siècle, c'est la loi française qui va s'appliquer. Il y a très peu cette loi est très dure, c'est-à-dire que les sodomites peuvent être condamnés à la mort. Cela dit, il y a très peu de cas. Le cas qui est documenté, c'est celui d'un jeune tambour, donc qui dans l'armée jouait le tambour et qui a été accusé justement du pire crime qu'il soit possible de faire. Donc, ce pire crime, on en déduit que c'était un crime de sodomie. Et il a été condamné à mourir, mais à la suite d'une chicane entre les Sulpiciens à Montréal et les Jésuites, le cas a été revu et il a été condamné à la prison, mais finalement, comme il n'y avait pas de bourreau, on lui a offert de faire ce rôle ingrat de bourreau. Donc, il est devenu bourreau. Durant cette période de colonisation, l'Église catholique devient une des principales polices au Canada. Pour l'Église, les églises chrétiennes, donc catholiques, anglicanes, la sodomie est un crime condamné depuis déjà plusieurs siècles. Et la condamnation relève du fait que les actes sexuels entre deux femmes ou entre deux hommes sont des actes qui n'ont pas de finalité reproductive. Donc, aux yeux de l'Église, Dieu a créé la sexualité aux fins reproduction et en a fait une activité plaisante, du moins pour certaines personnes, à des fins reproductives. Or, des actes sexuels entre deux hommes et deux femmes excluent à l'avance toute finalité reproductive. Donc, c'était considéré comme un crime contre la volonté de Dieu, contre la nature telle que créée par Dieu. Donc, c'est pourquoi la condamnation de ces actes était extrêmement sévère. Donc, plus l'Église va s'installer, va devenir une institution importante en termes de surveillance des conduites, en particulier des conduites sexuelles, et en termes de distribution de la grâce ou de la grâce divine ou pas, selon qu'on a péché ou pas. Donc, l'Église devient une des principales institutions de surveillance, de condamnation des conduites sexuelles, autant des conduites homosexuelles que des conduites sexuelles hors mariage. Donc, le rôle de l'Église va s'accentuer d'un siècle à l'autre et plus les institutions religieuses vont s'implanter dans toutes les sphères de la vie sociale, donc dans les écoles, dans les hôpitaux, etc., plus ce contrôle pourra s'exercer de façon régulière et sévère. Finalement, Lynn Chamberlain nous explique comment la représentation de ces minorités ne va évoluer que dans une partie récente de l'histoire du Canada, au milieu du XXe siècle. L'homosexualité était condamnée très sévèrement, tant par l'Église que par le Code criminel. Il y avait donc une surveillance sur les conduites des hommes et des femmes dans la sphère publique, mais aussi dans la sphère privée. Et les changements vont survenir à partir de la décennie des années 60, où là, il y aura vraiment des grandes fissures dans ce système-là. D'autre part, l'Église, de son côté, ne bougera pas tellement et même va adopter des positions assez conservatrices sur certains enjeux sexuels. On pense à la pilule contraceptive dans les années 60. Mais ce qui va venir changer vraiment, c'est la perte d'influence de l'Église. Avec la Révolution tranquille au Québec,
avec la modernisation des institutions dans d'autres provinces aussi, les institutions religieuses vont prendre de moins en moins de place dans les milieux scolaires, dans les milieux hospitaliers. Et donc, l'influence de l'Église va diminuer. Ce qui va arriver essentiellement, donc, c'est la modernisation des institutions et donc la perte de l'influence de l'Église dans bon nombre d'institutions, du moins dans plusieurs, je dirais dans la majorité des provinces. La perte d'influence de l'Église a, dans le même temps, fait évoluer la visibilité et la représentation des communautés autochtones et de leurs minorités sexuelles. Les changements des années 60, et on peut ajouter à ces changements la révolution sexuelle, bon, un terme que certains n'acceptent pas et qui est discutable, mais il reste quand même qu'il y a eu une évolution de tout ce qui touche les normes sexuelles et de genre. Depuis les années 60, il y a eu une émergence des mouvements sociaux de gays et de lesbiennes, ensuite qui sont devenus des mouvements qu'on appelle maintenant LGBT. Et à travers ça, ça a permis l'émergence d'une floraison d'identités. Et il y a quelques personnes qui ont redécouvert ce qu'on appelait autrefois les berdaches. Donc, on a eu, par exemple, au Québec, un journal qui s'est appelé le Berdache et ensuite le Petit Berdache. On a eu ailleurs des textes qui rappelaient l'existence de berdaches parmi les peuples autochtones. Et il y a des autochtones gays, homosexuels qui ont pris connaissance, mais aussi réagi face à l'étiquette de gay, qui était une étiquette pour eux, qui était une étiquette de blanc, et face au terme de berdache aussi, qui est un terme qui leur a été imposé. Et donc, qui ont essayé de développer une identité qui conciliait à la fois leurs racines autochtones, le retour à l'existence de personnes bispirituelles dans leur communauté, dans leur tradition ancestrale, et leur identité homosexuelle ou leur identité comme trans. Donc, c'est ce qui a donné lieu à l'émergence d'une identité bispirituelle. Alors, le terme bispirituel est maintenant partagé par plusieurs personnes issues des communautés autochtones et signifie tantôt plus, parce qu'on essaie toujours de le traduire dans les termes de la culture des Blancs, si on veut. Donc, parfois, on l'associe plus à homosexualité, parfois plus à trans. Puis c'est tout un défi, je crois, pour les personnes bispirituelles d'expliquer que ce terme réfère à plusieurs dimensions et pas qu'à l'orientation sexuelle ou pas qu'au genre, mais à plusieurs dimensions, y compris des dimensions relatives à la spiritualité. C'est ce qui était le propre des berdaches dans les communautés ancestrales, c'est-à-dire c'était pas uniquement une sexualité, c'était vraiment un rôle social qui touchait plusieurs dimensions. Puis pour des personnes extérieures, c'est souvent difficile à comprendre parce qu'on pense dans les termes, dans les catégories, en termes de catégories homosexuelles, hétérosexuelles. Donc on dit berdache, est-ce que ça veut dire homosexuel? Puis on dit oui, mais pas seulement. Est-ce que ça veut dire trans? Oui, mais pas seulement. Donc c'est un terme qui se veut beaucoup plus riche, donc en référence à la sexualité, au genre et à la spiritualité. Et peut-être même à plus de dimensions, donc un certain rapport à la masculinité ou à la féminité. Donc ça, c'est vraiment un défi, je crois, qui est encore, et c'est une raison pour laquelle je pense qu'il faut écouter les personnes bispirituelles pour qu'elles nous expliquent leur propre identité, comment elles l'aperçoivent, comment elles la définissent. I'm métis from both sides of my family. Je suis métisse des deux côtés de ma famille. Je suis né et j'ai grandi à Selkirk et je suis la version écossaise Cree des métis. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les différentes façons d'être métis, il y a la version plus française et puis il y a la version métisse Cree écossaise. Je suis littéralement né sur la rivière Rouge, à quelques centaines de mètres de la rivière Rouge. J'ai passé la plus grande partie de ma vie au Manitoba et sur la rivière Rouge, et le fait d'être métis fait partie de mon identité. C'est une partie de qui je suis. C'est comme un élément essentiel de qui je suis. Vous entendez Cory. Yel est activiste autour des diversités sexuelles et de genre et emploie les pronoms neutres en anglais they, them
que l'on a traduit en français par Yel. En nous parlant de son identité métisse, Cory nous a raconté que sa famille s'est rapprochée de son héritage métis lorsqu'Yel était enfant. On en a parlé dans le 3e épisode d'Autre regard sur la transmission culturelle. Pour certains métis, il a fallu se défaire d'une certaine honte issue du colonialisme, pour ensuite se réapproprier la culture autochtone. Pour Cory, cela rejoint son rapport à la bispiritualité. Everyone has different definitions for everything, and Tout le monde a des définitions différentes pour chaque chose. Essentiellement, il y a 2 termes en ce moment. Il y a indigiqueer, qui est une personne autochtone qui est queer, puis il y a le terme bispirituel. Ce terme a été, je ne dirais pas inventé, mais a plutôt été proposé au début des années 1990. Les aînés, car les personnes qui l'ont proposé sont maintenant des aînés, essaient de reprendre, de redonner son sens à une identité qui avait été perdue à travers la colonisation. À l'époque, ils ont dit qu'en redécouvrant nos langues et nos identités, d'autres termes pourraient apparaître. Mais le terme bispirituel est celui que les gens utilisent encore aujourd'hui. Et la spiritualité en est une composante majeure. Je connais des gens qui s'identifient comme indigiqueer et des gens qui s'identifient comme bispirituels. Et certaines personnes réfléchissent longuement au terme par lequel elles veulent être appelées. Pour moi, être bispirituel, c'est faire le pont entre les genres, les cultures et l'héritage. Et ça résonne vraiment en moi. En tant que personne de la diversité sexuelle et de genre, il faut parfois beaucoup d'introspection et de recherche pour trouver ce qui résonne vraiment en vous. Et ce terme bispirituel résonne vraiment en moi. That two-spirited term really resonates with me. Pour en savoir plus sur les origines du terme bispiritualité, nous avons rencontré Amaury Frotté. Il est doctorant en anthropologie sociale à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Régulièrement en visite à Winnipeg, ses recherches portent sur la bispiritualité. Donc, je pense qu'un peu en exagérant, on peut dire que les sociétés occidentales et influencées par le christianisme ont souvent nié ces différences et ont cherché à contrôler et invisibiliser ces individus. Et ont érigé l'hétérosexualité, la binarité homme-femme en valeur unique. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse comme anthropologue, encore une fois, c'est à partir de ce cas, je cherche à penser la façon dont d'autres groupes aujourd'hui pensent cette différence, et notamment les cultures autochtones nord-américaines, et notamment ici à Winnipeg. Alors, qu'est-ce que la bispiritualité ? C'est une vaste question. C'est un terme qui est très générique, en fait, mais qui parle des identités queer, donc gay, homosexuel, trans, bi, mais dans le contexte des cultures autochtones et des groupes autochtones aujourd'hui. Et en fait, ce que nous dit le terme des esprits, c'est que les autochtones ont quelque part leur mot à dire sur ces questions, sur les questions d'identité de genre et d'identité sexuelle, et que ce sont aujourd'hui des situations qui résonnent dans les cultures autochtones. Et je dirais que c'est un terme qui permet de créer du dialogue, en fait, entre les cultures autochtones et les cultures occidentales dans le contexte nord-américain aujourd'hui. Et en fait, ça permet d'autochtoniser ce rapport à la sexualité et au genre. Je dirais que ce qui caractérise les deux esprits, c'est cette insistance sur le rôle spirituel des individus. C'est un peu ce qui marque cette différence avec le reste des termes qu'on connaît. Et ce rôle spirituel, aujourd'hui, se traduit très concrètement aujourd'hui par un rôle cérémoniel accru de ces individus, notamment. L'identité bispirituelle, c'est donc un tout. Cela englobe des notions de genre, sexuel et spirituel. D'ailleurs, Amaury Frotté explique que la revendication bispirituelle est même parfois plus importante que l'identité sexuelle ou de genre, car elle affirme l'identité autochtone avant tout. Et n'étant pas complètement en marge du mouvement LGBTQ, la revendication bispirituelle permet ainsi de donner une voix autochtone dans le mouvement queer. Ah, mais qu'est-ce que veut dire queer ? À la base, c'est un mot anglais qui veut dire étrange, bizarre. Et la communauté LGBTQ s'est réapproprié ce terme, avec fierté. Je pense que les individus se revendiquent comme queer dans la mesure où ça permet
quelque part de ne pas choisir, en fait, et de penser une appartenance à un groupe plus général de diversité dans les orientations sexuelles et de genre. Le lien étant souvent entre toutes ces identités et toutes ces personnes, en fait, c'est la différence avec les règles hétéronormatives et la binarité homme-femme. Voilà, ça permet un peu de dépasser ce contexte. When you are a gender or sexual diverse Quand vous appartenez à la diversité sexuelle et de genre, ou que vous êtes une personne bispirituelle et que l'on vous donne seulement l'option A ou l'option B, et que vous êtes comme « je ne suis pas l'option A ou l'option B, je veux choisir ma propre option ». Et qu'on ne vous la donne pas, c'est vraiment... ça ne vous donne pas envie de participer. Et si vous voulez des communautés saines, nous devons faire de la place pour tout le monde autour de la table. make room for everyone at the table. Le fait de se distinguer permet d'affirmer une voix autochtone sur ces questions, d'affirmer une spécificité autochtone sur ces questions, qui mérite de ne pas être noyée avec d'autres termes qui, eux, sont issus d'une culture occidentale propre. Encore une fois, il y a vraiment une insistance sur ces identités autochtones. Et d'ailleurs, ce qu'on voit souvent au Canada, c'est que ces termes, l'acronyme est souvent 2S LGBTQ, ce qui permet d'insister sur le fait que les deux esprits étaient les premiers queers de l'Amérique du Nord bien avant la colonisation et que ces identités ont connu des milliers d'années d'évolution, de contextes différents avant la colonisation, qui est un épisode en fait très récent dans l'histoire des cultures autochtones. Je pense que le mouvement Deux Esprits s'inscrit vraiment dans cette idée de dépassement de la binarité telle que les cultures occidentales le conçoivent, tout simplement parce que les cultures autochtones connaissent une diversité de genres bien avant la colonisation et que cette binarité n'existait tout simplement pas dans la majorité des cultures autochtones et qu'on est dans cette revendication de quelque chose de plus ancien qui n'était pas binaire. Et cette affirmation historique est tout aussi importante pour Cory. We've always been here. It may be a new term, but Nous avons toujours été là. Nous avons toujours été là. C'est peut-être un nouveau terme maintenant, mais il existait des termes dans toutes les langues autochtones pour les gens comme moi, à travers l'île de la Tortue et à travers le monde. Ce n'est que maintenant, avec la vérité et la réconciliation et le renforcement des communautés autochtones, que nous réalisons que nous devons retourner à nos racines et redéfinir nos communautés. redefine our communities. Mais alors, pour Cory, qui s'identifie comme tel, cela veut dire quoi, être bispirituel? Comment cela se traduit-il dans sa vie? In grade 3, I realized I was quote unquote different, right? En troisième année, j'ai réalisé que j'étais, et je cite, différent. Et c'est une expérience similaire à laquelle sont confrontées beaucoup de personnes qui ont un genre et une sexualité qui diffèrent. C'est une sorte de prise de conscience. Quand j'étais enfant, je voulais toujours être dans la cuisine, avec les tantes, les sœurs et les grands-mères, plutôt qu'avec les gars dehors. Et vous savez, c'est peut-être un exemple stupide, mais c'est un souvenir très clair de mon enfance. J'ai récemment participé à une cérémonie bispirituelle et quelqu'un a fait un commentaire. Être bispirituel est presque comme un laissez-passer pour que vous puissiez marcher facilement entre le côté féminin et le côté masculin. Ça peut être une simplification facile. Par exemple, j'ai certainement dans ma vie vécu de nombreuses expériences où je suis le seul gars, enfin, entre guillemets. Mais je ne me considère pas nécessairement comme un gars. Et vice-versa. Je suis capable de rejoindre n'importe quel groupe de genre à tout moment parce que je peux. Je ne veux pas dire porter un masque, mais je suis capable de cliquer et de connecter avec différents aspects du genre, sur tout le spectre. Il y a un dicton que j'ai entendu une fois et que j'aime utiliser. Vous devez être capable de rassembler tout votre être. Tout le monde a différents aspects ou composantes de sa personnalité, de son identité de genre, de sa sexualité. Mais vous ne pouvez pas vraiment les séparer et les couper,
parce que vous êtes une personne entière et vous grandissez et changez constamment, mais vous êtes une personne à part entière, n'est-ce pas? En ce qui concerne les identités sexuelles et de genre, les préférences et les orientations, le genre est une construction sociale, OK? Il y a le sexe assigné à la naissance, il y a l'orientation sexuelle, il y a les préférences sexuelles, il y a les attentes sociales, il y a les identités, et je pense que le terme bispirituel englobe vraiment toutes ces choses différentes. Si vous preniez d'autres termes comme, par exemple, gay, c'est un terme sexuel spécifique. Et puis, il y a des termes plus holistiques, comme queer. Queer est un sentiment et une identité profondément personnelle, mais ça peut être aussi une question d'image publique. Donc, queer est un terme plus holistique qui englobe, et c'est la même chose pour bispirituel. Meaning kind of encompassing the same thing with the two-spirited. Un des pièges souvent quand on parle de culture autochtone, c'est d'être très général sans comprendre la diversité au sein de ces cultures autochtones. Et le terme deux esprits se veut volontairement général pour englober des situations très différentes. Le mot de la bispiritualité ne remplace pas les termes dans toutes les langues autochtones qu'on connaît encore aujourd'hui et qui existent encore aujourd'hui, mais permet de faire dialoguer, au contraire, toutes ces cultures entre elles. Je dirais qu'il y a autant de diversité au sein du mouvement Deux Esprits qu'il peut y en avoir au sein du mouvement LGBTQ en général. Vraiment, la spécificité initiale du mouvement Deux Esprits est cette insistance sur le fait que les cultures autochtones ont quelque chose à dire et ont une voix propre sur ces questions, et qu'elles l'ont eu en fait des milliers d'années avant que les Européens n'arrivent. Et le terme deux esprits en fait fonctionne comme une revendication moderne de toute cette histoire et de cette place de ces individus au sein de leur société et de leur culture. Je pense que c'est aussi quelque chose que peuvent apporter les deux esprits à la société de façon générale, c'est cette remise en cause simplement des modèles qu'on nous a toujours appris comme étant les normes, tout simplement en nous disant que on peut être autre chose et que d'autres règles existent et que la binarité, l'hétérosexualité ne sont pas acquises et ne sont pas des normes universelles et intemporelles. On a parlé plutôt de l'importance des mots pour se définir, de pouvoir décrire son identité. Mais comment cela se passe-t-il quand les mots n'existent pas? Par exemple, Cory est né dans les années 80, alors que le terme bispirituel, lui, n'est apparu que dans les années 90. La terminologie, les mots et les identités disponibles pour que les gens puissent s'identifier se sont vraiment développés, et pas seulement ces 5 dernières années, mais sur ces 10 dernières années, je dirais. Beaucoup de ces termes n'étaient pas d'usage courant. C'est drôle, je donnais un atelier à des jeunes queer l'été dernier, et quelqu'un m'a dit « Quand l'as-tu su? Quand est-ce que tu l'as su? » Et j'ai répondu « Certaines de ces identités ont cliqué chez moi dans les 5 dernières années. Et j'ai la quarantaine. Et certaines d'entre elles ont eu un déclic il y a 20 ans. C'est juste un déclic. C'est un voyage et tu essaies juste de comprendre tous ces différents fils et brins de ta vie et de t'en faire un tout. Je dirais que chacun a son propre parcours et que chacun doit réaliser des choses, tirer des leçons et découvrir qui il est à son propre rythme. Je ne veux pas blâmer ceux qui sont plus âgés et qui se cherchent encore, parce que tout le monde se cherche. C'est la vie. Because everyone still figures it out. That's life. On l'a dit tantôt, bien que les identités bispirituelles ont toujours fait partie de l'histoire autochtone, le terme, lui, est apparu il n'y a que quelques décennies. Et justement, il s'agit bien d'une apparition. Son histoire est la suivante. En 1990, l'aînée Myra Laramie, à Winnipeg, a une vision dans laquelle lui apparaît le terme « two spirits », deux esprits. Pour Albert McLeod, gardien du savoir et activiste pour les personnes LGBTQ autochtones, cette vision est très importante. Il s'engage alors avec des autochtones LGBTQ à travers le continent pour s'organiser sous le nom Two Spirits, bispirituel ou deux esprits en français. Il ouvre ainsi la voie
au droit et à la reconnaissance des personnes bispirituelles en Amérique du Nord, dans la volonté de reconnaître le rôle spirituel important que jouaient les personnes non-binaires dans les Premières Nations pré-contact. The two-spirited term has kind of seen Le terme bispirituel a connu une forte émergence au cours des 5 dernières années, et cela renvoie au fait que le changement générationnel est maintenant ancré dans la culture, et nous avons maintenant des jeunes qui sont fiers de s'identifier comme bispirituels. J'ai vraiment le sentiment que les aînés ont beaucoup à nous apprendre, et de même, les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Et nous devons tous être à la même table. and we all need to be at the same table. On a des enjeux notamment très locaux et très concrets ici à Winnipeg. C'est par exemple le fait de pouvoir créer des espaces spécifiques qui soient réservés aux personnes autochtones et deux esprits, des espaces dans lesquels ils peuvent développer leur culture, ils peuvent se rencontrer. Et je travaille notamment avec une association qui s'appelle la Sunshine House qui propose cet espace d'accueil et d'écoute pour les populations deux esprits. Je pense qu'un des grands enjeux aujourd'hui est la question de la visibilité des personnes deux esprits. C'est-à-dire comment représenter et montrer des personnes deux esprits aujourd'hui à Winnipeg, dans quel contexte, sous quelle forme. Et ça permet aussi de penser quelque part à la revendication des peuples autochtones sur des territoires qui sont historiquement les leurs, Winnipeg étant un territoire autochtone millénaire. Après ces témoignages, ces partages d'expertise et ces observations sur l'histoire canadienne, Amaury Frotté et Cory terminent sur une note d'espoir. Je dirais qu'on est dans un mouvement de transformation de la société canadienne sur ces questions et de reconnaissance de la violence qu'a été la colonisation et de la violence qui a été menée contre ces peuples autochtones. On a une expression en langue anishinaabe qui dit « on a survécu à l'hiver ». Et dans ce cas-là, je dirais que l'hiver qualifie un peu cette longue période très difficile qu'a été la colonisation pour les peuples autochtones, et sans dire que tout est résolu, très loin de là, bien sûr. On est quand même dans un mouvement qui essaie de renouveler ce rapport et cette place des populations autochtones au sein de la société canadienne. Ça s'est vu notamment avec la commission Vérité et Réconciliation. Mais le chemin est encore très long à faire pour que les cultures et les individus autochtones soient pleinement respectés aujourd'hui au Canada. Often, queer people, two-spirited people have to Souvent, les personnes queer ou bispirituelles doivent se masquer dans la société de tous les jours. Et je trouve ça vraiment triste. Ces 5 dernières années, j'ai vraiment essayé d'être pleinement authentique dans tous les espaces où je me trouve. Au travail, dans ma vie personnelle, en public, et j'en ai fini avec les masques. Je suis vraiment heureux de qui je suis maintenant. Dans le passé, j'ai toujours eu du mal à essayer de... J'ai eu du mal parce que soit je ne savais pas qui j'étais ou qui je voulais être et je me cachais. Je ne me cache plus maintenant. Il faut être authentique. Et ce n'est qu'en faisant cela que l'on peut être véritablement heureux avec your soi-même. authentic self, and only then will you actually be happy with yourself. Merci à Lynn Chamberlain, Cory et Amaury Frotté d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé de la bispiritualité. Nous tenons également à remercier Albert MacLeod pour sa contribution. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Ce 4e épisode sur la diversité de genre et sexuelle a été écrit par Jean-Baptiste Gauthier et Morgane Lemay. Vincent Blé est à l'enregistrement, à la conception sonore, au montage et au doublage de voix en français. Tanguy Marten et Abdelhamid Swissi sont à la conception visuelle et Sophie Golin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Autre Regard.